Merci de votre fidélité. 15 heures sur Télé Djibouti. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. La localité de Hassamo se dotera d'une centrale solaire avec une capacité de plus de 140 kWh, soit plus du double de ce qui est installé actuellement à Liadi. Et Demeljog inaugure son centre de développement communautaire. Vous entendrez la ministre de la Culture dans ce journal. Les principaux producteurs et exportateurs du pétrole d'Afrique se sont réunis à Luanda, la capitale angolaise, pour trouver des solutions afin d'accroître les investissements dans le secteur pétrolier et la transition énergétique. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouhassan, a participé les 19 et 20 mai dernier au premier forum d'examen du pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières qui s'est tenu au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. La tenue de ce forum trouve son essence dans le pacte mondial, également connu sous l'appellation de la déclaration de Marrakech, qui avait décidé la tenue d'une rencontre quadriennale au plus haut niveau politique afin d'évaluer tant les progrès réalisés qu'à identifier les problèmes persistants ou nouveau dans la mise en œuvre du pacte mondial pour les migrations. L'objectif principal de cette première édition du forum d'examen était d'offrir à l'ensemble des États membres des Nations Unies l'occasion de présenter leurs réalisations, mais aussi d'identifier les défis auxquels ils restaient confrontés afin de pouvoir dégager des recommandations consensuelles et concrètes pour les 4 prochaines années avant la tenue du prochain forum du même type. À cette occasion, le ministre Saïd Nouhassan a prononcé une importante allocution au travers de laquelle il a fait un tour d'horizon exhaustif des principales réalisations de la République de Djibouti en la matière. Le ministre de l'Intérieur a mis en exergue le fait que dès l'adoption du pacte en 2018, la République de Djibouti n'avait ménagé aucun effort afin de mettre en œuvre les objectifs du pacte tout en respectant ses principes directeurs et en tenant compte des réalités migratoires qui lui sont propres. Le ministre a saisi l'opportunité de sa présence à New York afin de rencontrer le secrétaire général adjoint pour le centre terrorisme et le secrétaire adjoint chargé des opérations de maintien de la paix. Les deux responsables des Nations Unies ont souligné le rôle important que joue la République de Djibouti dans ces deux domaines. Retour à Djibouti, le ministre de la Santé, le Dr Ahmed Rabl, a inauguré de nouveaux équipements médicaux destinés à l'hôpital pneumophysiologie, Dr Shakib Saad, accueilli par le directeur de l'hôpital, Dr Shakib Saad, M. Hussein Mohamed Hussein, et le directeur de la DDS, Mahdi Mohamed Jama, ainsi que l'ensemble du personnel soigneux administratif. Ainsi, les équipements inaugurés sont composés entre autres d'une cabine de plétismographie, d'un polygraphe de sommeil, d'un appareil Fadia 200 pour le diagnostic, pour les tests donc des diagnostics, des allergies et pour les maladies auto-immunes et d'une échographie thoracique portable. Ces nouveaux matériels sont financés par le concours de la DDS. L'acquisition de ces nouveaux matériels va permettre à l'hôpital de renforcer sa capacité d'analyse et de diagnostic et ainsi améliorer la qualité de prise en charge globale des patients. Le ministre de la Santé a d'abord remercié la DDS et a souligné que cette amélioration du plateau technique de l'hôpital va bénéficier, a-t-il dit, à l'ensemble des praticiens de cette structure et qui représente une excellente opportunité pour nos patients qui ont désormais accès à un équipement de pointe qui va leur permettre de faire leurs examens dans les meilleures conditions. Le directeur général de l'hôpital, Shakib Saad Hussein Mohamed Hussein, a remercié le ministre de la Santé et le directeur général de la DDS pour l'inauguration de ces nouveaux matériels qui vont renforcer et améliorer, a-t-il dit, la prise en charge de nos patients. Nous l'écoutons. La visite du ministre de la Santé pour l'inauguration et la mise en service des équipements que l'hôpital a reçus. Ces équipements sont composés de plusieurs types d'appareils. Il y a, dans un premier temps,
cette cabine, une cabine plethysmographique pour voir un peu le fonctionnement du poumon, le taux de gaz et la résistance de branche au niveau du poumon. Ça va améliorer la prise en charge et la qualité de prestations qu'on offre au niveau du service. Et c'est une première au niveau des hôpitaux publics. C'est la première cabine et nous en sommes vraiment très fiers de l'avoir. Également, nous rehaussons aussi le plateau technique de l'hôpital à travers la mise en place pour diagnostiquer l'apnée du sommeil. Nous avons reçu un polygraphe des sommeils pour voir les patients qui souffrent d'apnée du sommeil, et de diagnostiquer et puis de traiter. Et également, nous avons mis en place une unité de prise en charge d'allergologie pour traiter l'asthme. Et dans ce cas, nous avons reçu un appareil au niveau des laboratoires, Fadia 200. Cet appareil est capable de faire plus de 650 allergènes pour voir un peu quel type d'allergie ou quelle allergie que la personne souffre et qui peuvent causer des problèmes respiratoires ou de l'asthme. Ces appareils vont rehausser le plateau technique de l'hôpital et améliorer aussi la qualité de nos prestations que nous prodiguons pour nos usagers au niveau de l'hôpital. Le Sheraton Hotel a abrité hier une réunion de concertation entre les différents ministères de Djibouti sur le plan de contingence élaboré par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités en partenariat avec l'UNICEF. L'élaboration de ce plan de contingence vient à point nommé, étant donné que ces dernières années, Djibouti subit depuis quelques années une succession de chocs exogènes d'envergure qui ont un impact direct sur notre économie et notre population. Pour preuve, rien que durant cette année, le pays a accumulé les effets de la pandémie mondiale, les sécheresses récurrentes de la Corne de l'Afrique qui persistent encore et de manière significative, de l'invasion acridienne dévastatrice en milieu rural, de tensions politiques des pays voisins impactant nos recettes budgétaires, ainsi que la perturbation de la chaîne d'approvisionnement et dernièrement l'inflation des prix de denrées de première nécessité provoquées par la crise ukrainienne. Face à la recrudescence de ces chocs exogènes qui n'auront de cesse d'accroître dans les années à venir, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a entrepris la lourde tâche de se doter d'un plan de contingence qui se veut être un processus de gestion facilitant l'analyse de l'impact des crises potentielles afin d'établir des modes d'action à l'avance et permettre ainsi en temps opportun de formuler les réponses appropriées et efficaces aux besoins des populations touchées. Donc, une couverture de 3 fois supérieure à celle initialement prévue pour ces programmes. Grâce à la qualité de votre personnel très engagé, les actions du ministère ont été couronnées de succès, si bien qu'il se voit attribuer formellement le rôle de point focal du gouvernement pour la coordination de la réponse aux urgences. Il y a des formations du plan de contingence de la protection sociale que vous a mobilisé tout au long de cette semaine avec pour objectif de penser et d'établir ensemble la manière dont la coordination de la réponse aux urgences qui incombe désormais au ministère des Affaires sociales et des Solidarités sera la plus opérationnelle possible. Donc les officiels présentent à cette réunion tour à tour sont exprimés sur l'intérêt de ce plan de contingence pour le pays. Vous avez écouté à l'instant la représentante résidente de l'UNICEF à Djibouti, Melva Johnson. À l'issue de la réunion, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités a souhaité rendre un hommage à toutes les personnes ayant contribué à l'élaboration de ce plan de contingence national. Nous l'écoutons. Pour faire face aux catastrophes qui arrivent est arrivé donc à point nommé. Il nous fallait donc une coordination. Hier, nous parlions de la crise pandémie de Covid-19, aujourd'hui de la crise alimentaire déclenchée par la guerre en Ukraine, sans oublier le contexte régional avec les tensions politiques des pays voisins et des sécheresses récurrentes. Et aujourd'hui encore, nous nous retrouvons ici pour mieux opérer et mieux prévoir notre plan de contingence. C'est donc dans ce contexte assez difficile et imprévisible que nous devons tous œuvrer pour réussir nos missions respectives. En effet, dans le cadre de la mise en application de la politique générale, le gouvernement de Djibouti
par le biais des différents départements ministériels, met en œuvre plusieurs stratégies sectorielles conformément aux directives du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, et pour atteindre ainsi les objectifs du millénaire pour le développement. Ces mêmes objectifs sont parfaitement alignés donc à nos objectifs et notre vision 2035, déclinée en plan d'action quinquennal appelé Djibouti ici. Ainsi, toutes les stratégies s'accordent à donner un rôle prépondérant à la lutte contre la pauvreté, la faim et la promotion de l'emploi. C'est dans cette optique donc que le ministère des Affaires sociales et de Solidarité a élaboré des stratégies de protection sociale axées sur les filets de sécurité pour inverser la situation des familles pauvres en leur offrant les opportunités économiques, tant en leur assurant une meilleure sécurité alimentaire à travers les programmes de transfert monétaire et le programme d'assistance sociale santé, connu sous le sigle de PASS. Donc vraiment, ce travail formidable que vous avez fait, je voudrais donc rendre un hommage à chacun de vous qui avez fait ce travail. Et sachez que ça ne serait pas seulement le ministère des Affaires sociales également qui va valider ce plan, ni l'UNICEF, mais ça serait vraiment une validation, comme aujourd'hui et pendant les 4 jours, ça serait vraiment une validation consensuelle. Je vous le disais en titre, Assamo se dotera d'une centrale solaire avec une capacité de plus de 140 kWh, soit plus du double de ce qui est installé actuellement à Ali Adé, accompagné par une forte délégation. Le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, s'est rendu hier dans la localité de Assamo sous la préfecture d'Ali Sébié pour procéder à la cérémonie de la pose de la première pierre du futur centrale solaire. À son arrivée au site aménagé de la future centrale solaire, le ministre et sa délégation ont été accueillis par les autorités de la région, dont le préfet par intérim, Mohamed Hammed Abbas, le président du conseil régional, Chelmaki Hassan Alale, les parlementaires de la région ainsi que les habitants de Assamo qui sont venus en masse pour accueillir donc la délégation du ministre. Le ministre donc s'est donné ensuite un bain de foule énorme pour saluer un par un les habitants. Après ce bain de foule, le ministre de l'Énergie, accompagné par ses proches collaborateurs, a procédé à la pose de la première pierre de la centrale solaire qui lance officiellement les travaux de sa construction. Le ministère de l'Énergie s'est donné comme objectif et priorité l'accès à l'énergie pour tous dans le milieu rural. Le département prévoit ainsi et planifie l'électrification de plusieurs villages, dont celui de Assamo. La localité de la région d'Ali Sébié est très réputée pour son agriculture et sera très prochainement dotée d'une centrale solaire avec une capacité de plus de 140 kWh, soit plus du double de ce qui est installé actuellement à l'AD. Ceci contribuera fortement au développement socio-économique, à la conservation des produits médicaux, à l'éducation et au commerce des villageois qui pourront enfin conserver leurs produits agricoles, laitiers et autres dans des bonnes conditions de conservation grâce à l'électricité. Les bénéficiaires de ce projet seront donc constitués d'une centaine de ménages, d'une dizaine de boutiques commerciales, d'une école, d'un collège, d'un camp militaire et d'un poste administratif. Après cette cérémonie de pose de pierre de la future centrale solaire de la localité de Assamo, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi et sa délégation se sont entretenus sous l'arbre à palabre avec tous les habitants de la localité de Assamo. La coopérative d'agriculteurs d'Assamo, dans un premier temps, ont exposé un petit stand de leur récolte au ministre et à sa délégation. Le ministre Younis Ali Guedi n'a pas hésité à acheter leur production artisanale et agricole. Par la suite, le ministre s'est entretenu avec les villageois venus nombreux. Le chef du village a ouvert la séance et a tout d'abord remercié ses hôtes pour la cérémonie de la centrale solaire de Assamo. Après cette brève intervention, il s'en est suivi un dialogue franc entre les représentants de la population et leurs hôtes. Et enfin, une traditionnelle photo de famille a clôturé la journée. En clôturant les interventions, le ministre s'est dit tout d'abord très touché par l'accueil réservé, lui et sa délégation. Il a rappelé également que Assamo deviendra la région artistique, touristique et agricole du pays. Le ministre a réaffirmé sa ferme disponibilité pour travailler ensemble au développement de cette localité. Qui est en cours, que vous voyez, qui est le projet d'électrification d'une petite centrale solaire pour le village d'Assamo. Ce n'est pas une première, cette politique d'électrification rurale à Djibouti bat son plein depuis plusieurs années. Mais les projets ne vont pas s'arrêter là. Nous allons essayer d'accentuer les projets d'électrification rurale de nos villages
pour que nos concitoyens ont un accès à l'électricité, un accès à l'énergie. Ceci dit, qu'est-ce qui dit accès à l'énergie? Développement durable, développement humain, mais aussi développement économique de nos régions, de nos villages isolés et qui sont dans l'arrière-pays. Aujourd'hui, nous sommes à Samo. Vous voyez que nous avons déjà commencé les projets, que la centrale est en construction déjà. Et nous avons voulu marquer ces pas et venir en construction, mais ne pas venir au commencement du projet. Nous restons toujours au sud du pays. Autre inauguration, cette fois c'est la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Momin, qui a inauguré la cérémonie d'un nouveau CDC à Demerjok, accompagnée d'une forte délégation. La ministre a été accueillie chaleureusement par la population de cette localité. L'événement a vu la participation, outre de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, du maire de la ville de Djibouti, du président du conseil régional d'Arta, le sous-préfet de Demerjok, le doyen des artistes, Aden Falah Samatar, des élus locaux, des cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture, des responsables des CDC de la capitale et des régions de l'intérieur, des nobles et Ukal, plusieurs membres de la communauté et jeunesse de cette ville de la région d'Arta. Après la traditionnelle coupure du ruban par la ministre de la Culture, la place à une visite guidée des locaux de la structure dotée de tous les équipements nécessaires. Dans son intervention, le sous-préfet de la région de Demerjok s'est déclaré satisfait de l'inauguration d'un CDC, de ce CDC donc pour cette ville qu'il attendait depuis longtemps. Remercions vivement le chef de l'État et son gouvernement. De son côté, le président du conseil régional d'Arta s'est félicité pour ce 3e CDC pour la région d'Arta et a salué le travail fait par le département de la jeunesse dont la volonté est sans faille en vue d'offrir aux jeunes de la région les infrastructures indispensables pour leur épanouissement. Ce dernier a exhorté les jeunes et les communautés présentes sur place à prendre soin de cette plateforme d'intégration sociale. Le maire de Djibouti-Ville, Saïd Daoud, s'est dit honoré de pouvoir participer à l'inauguration de ce CDC au bénéfice de Demerjok et a appelé les populations de la région à faire de bon usage de cette infrastructure bien équipée. Pour sa part, la ministre de la Culture et de la Jeunesse, Dr Hibo Momin Assoué, a tout d'abord remercié les populations de Demerjok pour leur accueil chaleureux et fraternel. Elle a par la suite indiqué que l'objectif de son département est d'offrir aux jeunes, conformément à la vision du chef de l'État, les moyens de s'épanouir à travers les activités organisées dans les CDC. Nous l'écoutons. C'est un plaisir et un honneur d'être ici avec l'ensemble des représentants, des autorités qui sont avec nous. Donc il y a le président du conseil régional qui est avec nous, les sous-préfets de la localité de Demerjok. Monsieur le maire nous a fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous pour nous accompagner dans ce travail de proximité. Donc nous avons aussi le représentant et doyen des artistes. Et nous sommes tous là aujourd'hui pour ouvrir ce centre communautaire de Demerjok, le développement communautaire de Demerjok, qui, nous l'espérons, va accueillir toutes les activités et qui va permettre aux jeunes qui ont manqué tant de rendez-vous, maintenant de pouvoir participer, concourir et faire en sorte que l'ensemble des jeunes, mais aussi des femmes, mais aussi des populations qui habitent dans cette belle localité de Demerjok, qui est quand même une grande ville. Je dirais bon vent, bonne chance, et puis prenez soin de ce lieu et faites en sorte que vraiment il y ait beaucoup d'activités et que ça bouge et qu'il y ait du dynamisme. C'est ça l'essentiel de nos centres de développement communautaire. Je vous remercie. Autre information, la place du rapport du Centre d'instruction technique et tactique, CITA, construite au sein du camp Charasman, a abrité aujourd'hui une cérémonie de fin de formation au profit de 103 stagiaires ayant suivi une formation spécifique. Il s'agit d'un certificat technique de premier degré dans la spécialité chef de char, spécifique au régiment blindé, d'un certificat technique élémentaire pour la conduite des véhicules légers, d'un certificat technique élémentaire, moniteur conduite et d'aide-monteur en langue anglaise. Cette cérémonie a été présidée par le général de corps d'armée Zakari Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Au total, 4 spécialités organisées dans un format centralisé ont été à l'honneur ce jour.
Ont participé également à cette cérémonie le général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la Défense, le colonel-major Mohamed Rayad Guélé, sous-chef d'état-major de la Défense, le colonel Abdulrahman Ali Kain, directeur général par intérim de la police nationale, le colonel Omar Bokhoré, commandant la garde-côte et les plus hauts responsables des forces armées djiboutiennes. À l'arrivée, le général Zakari Cheikh Ibrahim, accompagné du général Tahir Al Mohamed, a été accueilli par le colonel Dahir Hassan Abadid, commandant le régiment Blandi. Puis le général a effectué la revue des troupes composée de la section d'honneur des personnels féminins des armées pour rendre les honneurs et des stagiaires des 4 formations professionnelles. Soldées par des diplômes techniques de premier degré, ces formations, premier cycle de formation technique pour l'année 2022, d'une durée de 4 à 6 mois chacune, ont permis de consolider les acquis des stagiaires et perfectionner davantage leur métier de spécialiste à travers l'acquisition des nouvelles connaissances. Ces formations s'inscrivent dans le souci d'avoir une armée professionnelle et innovante. Ces formations s'inscrivent dans le souci d'avoir une armée professionnelle et innovante en phase avec le progrès technologique et pour mieux préparer le futur. Elles contribuent indéniablement à la montée en puissance de l'armée djiboutienne. Ces formations techniques spécifiques justifient les réformes engagées par le commandement militaire. Il est à rappeler que le centre d'instruction technique et tactique d'Ambouli s'affirme de jour en jour comme l'organe par excellence des formations techniques et spécifiques dont le but est de former et fournir à l'armée djiboutienne des cadres disposant d'une compétence à la fois technique et tactique. La cérémonie a débuté par la lecture de quelques versets du Saint-Coran par le sous-lieutenant Abdelghader Ali Debed, puis le lieutenant-colonel Ali Ilmi Bouh, chef du bureau formation, a pris la parole pour informer l'audience sur le déroulement du stage, sa physionomie et les objectifs recherchés. Voici un extrait de son intervention. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. C'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que nous nous retrouvons ici aujourd'hui au Centre d'instruction technique et tactique d'Ambouli pour la cérémonie de clôture qui illustre la fin des 4 formations professionnelles disposées au profit de 103 militaires. Mon général, l'ICITA est l'organe par excellence des formations techniques et spécifiques dont le but est de former et de fournir à l'armée djiboutienne des cadres disposant d'une compétence à la fois technique et tactique. Ainsi, dans le souci d'être innovant
dans une époque en phase avec les progrès technologiques et pour mieux préparer le futur de notre armée, le centre n'a cessé d'anticiper afin de contribuer à la montée en puissance, à la montée en compétence de l'armée djiboutienne dans le domaine de la formation technique. C'est d'ailleurs ce qui justifie les réformes engagées à l'initiative du haut commandement militaire en la personne du SEMGA depuis ces dernières années au niveau du centre, au but de lui permettre de jouer effectivement le rôle qui est le sien dans l'instruction de nos militaires. En effet, un effectif important a été déjà formé, que ce soit dans le domaine de l'administration, la mécanique, la conduite, ainsi que dans le domaine de la formation linguistique. Les stagiaires que vous voyez et présents devant nous aujourd'hui ont bénéficié des formations spécifiques, à savoir c'était un blindé chef de char, c'était moniteur conduite, aide-moniteur en langue anglaise et conduite en véhicule léger. Ces formations dont certains ont débuté en novembre 2021 ont été programmées pour une durée de 4 à 6 mois et se sont déroulées dans de bonnes conditions avec des résultats visiblement satisfaisants. Ainsi, la formation, c'était un blindé. Les spécialités chef de char a permis de former des chefs d'engins blindés capables de comprendre et de mener à bien les missions qui leur seront assignées. Ces derniers ont participé tout au long de la formation plusieurs manœuvres tactiques et techniques. C'était l'appel à la prière. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le général Zakaria Char-Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a tenu à s'adresser aux stagiaires ayant couronné leur formation. Dans son discours, il a souligné qu'aujourd'hui, cette cérémonie revêt un aspect particulier car elle englobe 4 formations de spécialités distinctes, toutes administrées par des formateurs djiboutiens. Ceci va de pair avec la nouvelle doctrine qui sera appliquée à partir de cette année dans tout le corps et régiment des forces armées djiboutiennes. Cette nouvelle doctrine s'appuie sur les directives du président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, Ismaël Omar Guelleh, qui a souligné « Je fais la promesse devant Dieu que chacun recevra ce qu'il mérite ». En ma qualité de chef d'état-major général des armées, il est de mon devoir de juger les efforts de chacun à travers ses compétences et de l'encourager pour s'affirmer davantage. Ainsi, les forces de défense et de sécurité doivent veiller à s'acquitter de leurs devoirs où qu'elles se trouvent. Jusqu'à ce jour, l'armée djiboutienne a toujours porté haut le drapeau national, une attention particulière pour les 2 bataillons djiboutiens déployés en Somalie qui s'acquittent avec brio de leur mission. Ce sont nos ambassadeurs et représentent notre pays de la meilleure façon. Je vous exhorte à préserver l'unité et la cohésion au sein des forces armées djiboutiennes. Il est indispensable, a-t-il conclu, de transmettre ce message partout où est déployé le soldat djiboutien. Au terme des discours, le lieutenant Abdelrahim Mohamed Aden s'est attelé à la proclamation des résultats tant attendus. Ainsi, cette cérémonie était l'occasion de primer les lauréats qui ont su se démarquer durant la formation. En effet, l'excellent résultat obtenu témoigne de la qualité de l'instruction dispensée par les instructeurs d'une part et l'assiduité des stagiaires qui ont fait preuve de maturité professionnelle d'autre part. Les 3 premiers des différents stages. Il s'agit de, pour le CT1 blindé, j'appelle le 2e classe Abdo Ilmi Moussa, le caporal-chef Bogore Hamad Humad, le caporal Ousmane Awale Gedi, pour les stagiaires permis véhicule léger. J'appelle le 2e classe commissionné Mohamed Daoud Chihim, le 2e classe commissionné Ahmed Hassan Haga. بغر احمد حمد غجبه بلده افضل مجرغال.
Au vu des résultats satisfaisants, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a durant donc cette cérémonie décerné les prix aux 3 premiers stagiaires de chaque discipline à titre de mérite. Aussi, le général n'a pas manqué de féliciter les instructeurs militaires djiboutiens pour la qualité de l'instruction donnée. Il est à noter que ces différentes formations techniques spécialisées distinctes ont été toutes dispensées par les instructeurs militaires des forces armées djiboutiennes. Stagiaire vert. Et au terme de la cérémonie, autour d'un repas dans une ambiance bon enfant, les stagiaires ont remercié le chef d'état-major général des armées pour le soutien inconditionnel dont il fait preuve au quotidien afin d'avoir et de pérenniser une armée professionnelle et compétente, capable de faire face à tout défi. Ils ont ainsi offert au commandement militaire des présents témoignant de leur reconnaissance et une photo de famille a clôturé cette cérémonie. Et en marge de la cérémonie, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a inauguré les chambres de troupes récemment construites pour les stagiaires suivant leur formation au CITA. Cet espace de logement a été baptisé au nom du défunt colonel Mohamed Gadito, Mohamed décédé en 2018 des suites d'une longue maladie. Le défunt colonel était le commandant d'unité du centre CITA en charge du suivi et de la bonne conduite des formations techniques. Cet espace comprend 3 grandes chambres de troupes de capacité de 15 militaires chacune et d'une vaste chambre pour les hauts cadres. Pour clore l'actualité nationale, la Fédération djiboutienne de natation, à travers la Ligue régionale de natation, a organisé hier sa première compétition de natation en eau libre, qui est une compétition d'endurance. Cette première expérience fut une réussite tant sur le plan de l'organisation technique que la participation massive de la jeunesse de la Ville Blanche, organisée en équipe scolaire, collège de Tadjoura, les 2 lycées ainsi que les écoles primaires. Cette réussite revient à la Ligue régionale Tadjoura, dont à sa tête Maki Ahmed Maki et ses techniciens. Cette journée a vu surtout la victoire éclatante du jeune junior et espoir national Ahmed Hussein Barkhat. Une mention spéciale à Boulal Mohamed Ali Gadile, directeur général de la Société de Transit, Chab, qui a apporté un appui conséquent à cette jeunesse.
de Tadjoura dans la pratique de la natation et à cette journée. Écoutez le président de la Fédération de la natation. La natation longue, c'est une première expérience à Djibouti, un apprentissage que nous faisons. Et en ce sens, ce fut une journée sportive très réussite. Et c'est là grâce à l'équipe, à son président, le président de la Ligue nationale, régionale de Tadjoura, M. Makki Hamad, ainsi que l'ensemble de ses techniciens. Néanmoins, nous remercions cette réussite, nous le devons également au secrétaire d'État au sport, M. Hassan Kamil, qui nous a appuyés, nous a donné les moyens. Nous remercions également Burhan Mohamed Ali Gadile, qui a été également aux côtés des jeunes de sa région pour les appuyer et continuer à faire la natation. Les principaux producteurs et exportateurs de pétrole du continent sont réunis à Luanda, la capitale angolaise. Ils cherchent des solutions pour accroître les investissements dans le secteur pétrolier et la transition énergétique. Le manque d'investissement dans le secteur pétrolier et gazier africain au cours des dernières années a entraîné une forte baisse de la production. En mars, l'Angola et le Nigeria, selon les données de l'OPEP, ont représenté près de la moitié du déficit de l'offre de pétrole sur le marché mondial. Pourtant, le Nigeria l'assure, les conséquences des tensions politiques entre la Russie et l'Ukraine n'ont pas affecté l'industrie locale. L'une des conclusions qui ressort de ce congrès est que pour l'instant, les grands pays producteurs de pétrole en Afrique ne produisent pas assez pour répondre à la demande résultant de l'embargo russe sur le pétrole et le gaz. Mais ils admettent qu'il y a un plus grand intérêt des investisseurs pour le secteur du pétrole et du gaz en Afrique. Et c'est la fin de ce JT Week-end. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 22h pour un nouveau journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bon après-midi à toutes et à tous.